Vous appréciez nos vidéos, nos contenus, nos idées? Alors, pensez à vous abonner et à liker les amis. C'est gratuit, ça coûte rien et ça vous prend une seconde, montre en main. Et si vous voulez soutenir activement la chaîne et nous aider à pouvoir vivre de notre travail, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et devenir membre premium à partir de 1,99 € par mois. Vous aurez accès à des vidéos exclusives, des sorties en avant-première et bien sûr, toute notre reconnaissance. De toute façon, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Quoi qu'il arrive, merci de votre soutien les amis, du fond du cœur. Et maintenant, place à la vidéo. Certaines découvertes sur notre passé soulèvent plus de questions que de réponses, et dans ce domaine, l'archéologie est très certainement la science de prédilection. On ne compte plus aujourd'hui les artefacts mis au jour ayant totalement bouleversé notre vision du monde, notre histoire ou nos certitudes. L'un des intérêts majeurs de ces découvertes est notamment le fait de nous pousser à reconnaître que nous ne connaissons rien de notre passé, de nos origines et de ce qu'il pouvait bien y avoir avant les traces factuelles que notre espèce a laissées, remontant à seulement quelques millénaires. Parmi ces découvertes nourrissant autant notre imaginaire que notre amnésie, on pourra bien évidemment citer les artefacts. Comprenez des objets manufacturés, travaillés, transformés par l'homme, ou du moins par une forme d'intelligence autre que les éléments naturels. Alors jusque-là, vous me direz, il n'y a rien de bien étrange à retrouver des objets travaillés par la main de l'homme. Certes, mais quand les techniques utilisées et les informations contenues dans ces artefacts sont totalement anachroniques avec les époques supposées de leur réalisation, nous sommes en droit de nous interroger et d'entrevoir notre passé autrement que celui imposé dans les livres d'histoire. Si cette chaîne mentionne régulièrement certains de ces objets dans ses vidéos, nous allons vous proposer un petit top 10 des artefacts inexpliqués. Une sorte de mise en bouche légère, intellectuelle et spirituelle, qui ouvrira peut-être pour certaines personnes les portes du passé. La dalle de la Mana. Il s'agit d'une dalle en pierre de 40 cm par 30, découverte en Équateur en 1984, parmi plus de 300 artefacts mystérieux ne correspondant à aucune culture précolombienne connue. La dalle de la Mana est une carte du monde gravée dans la pierre, représentant les continents nord- et sud-américains, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Mais on y retrouve deux zones terrestres inconnues, deux potentiels continents oubliés. Le premier se situe dans l'Atlantique Nord, au large des côtes est des États-Unis, et pourrait donc être assimilé à l'Atlantide. Et le second continent perdu se trouve dans l'océan Pacifique, au large de l'Amérique centrale, et pourrait pour sa part être assimilé à Mu. La dalle de la Mana représente donc une carte complète du monde, tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec deux continents majeurs disparus. On notera également sur cette représentation terrestre gravée dans la pierre une ligne de quartz naturel, et sur cette ligne blanche, un œil rouge apparaît clairement. Il est placé dans une zone géopolitiquement très sensible aujourd'hui, le Moyen-Orient, et plus précisément dans la région d'Israël. Mais pour des raisons de sécurité, je ne m'attarderai pas davantage dessus. Quoi qu'il en soit, la dalle de la Mana semble être probablement la plus ancienne carte complète de notre planète, indiquant tous les continents connus. Et même plus. Les avions en or de Bogota. Ces petits artefacts précolombiens datant officiellement du 5e siècle et plus sont des bijoux zoomorphes réalisés en alliage d'or et de cuivre. Si la réalisation de ces objets ne paraît pas être la source de questionnement, c'est bel et bien leur apparence qui va soulever le plus d'interrogations. À première vue, il peut sembler que ces bijoux en or représentent des insectes ou des oiseaux, mais avec un regard post-Seconde Guerre mondiale, il faut bien admettre que l'on peut franchement y voir une représentation d'avions modernes, pour ne pas dire de navettes spatiales. Cette sensation visuelle est notamment accentuée par la forme profilée des ailes, mais surtout par l'aileron vertical placé sur la queue de l'artefact.
Ce type d'aileron ne se trouve pas dans la nature, chez les oiseaux par exemple, qui arborent une queue à palme horizontale mais jamais verticale. Des tests en soufflerie ainsi que sur des reconstitutions en aéromodélisme ont démontré que le design de ces avions en or de Bogota était parfaitement aérodynamique et qu'il possédait une excellente portance ainsi qu'une très bonne pénétration dans l'air. Cette caractéristique est contemporaine des appareils aériens modernes issus de l'ingénierie humaine. Cette ressemblance avec les avions ou navettes spatiales peut donc laisser penser que les réalisateurs de ces objets vieux de plus de 1500 ans côtoyaient une technologie qui dépassait totalement celle qu'on leur attribue. Le disque de Nebra. Cet artefact mystérieux retrouvé en Allemagne et daté de 3600 ans a déjà fait l'objet d'une vidéo sur cette chaîne lui étant entièrement dédiée. Il paraissait donc normal qu'il figure dans le top 10 des artefacts inexplicables. Le disque de Nebra est donc un disque de bronze de 2 kg pour 1 mètre de diamètre. Il est ornementé de nombreuses parures en or représentant des étoiles, un soleil, une lune, une barque solaire et 2 bandes latérales. On peut également y noter 39 trous répartis sur l'intégralité de son pourtour, tous espacés d'environ 1 pouce. Ce qu'il y a de mystérieux avec ce disque, ce n'est pas sa réalisation en soi, mais les informations qu'il contient. En effet, on notera de nombreuses corrélations avec des astres de notre système solaire, mais également avec de nombreuses constellations, et notamment les Pléiades. De plus, les 39 trous de son pourtour peuvent être mis en relation avec les orbites synodiques de nombreuses planètes proches, telles que Mars et Vénus notamment, ainsi qu'avec le cycle de gestation de la femme. Les 2 bandes latérales, pour leur part, servent à identifier et marquer précisément les solstices à l'emplacement même de Nebra. Toutefois, comme l'a intelligemment fait remarquer Martial Coulon dans un des commentaires de la vidéo, toutes ces corrélations ne résultent pas de connaissances autres que les simples observations factuelles pouvant être réalisées à cette époque, à l'œil nu et sans technologie. Mais la réalisation d'un tel artefact regroupant l'ensemble de ces connaissances astronomiques, mathématiques, géométriques et biologiques sont une preuve de l'étendue des connaissances de cette époque, qui semble donc bien plus grande que ce que nous voulons bien leur octroyer. Les statuettes d'Acambaro. Les statuettes d'Acambaro ont été découvertes à partir de 1944 au Mexique. Il s'agit de petites statuettes en terre cuite représentant entre autres des dinosaures et autres créatures mystérieuses. Le plus intrigant dans ces statuettes est certainement le fait que nombreuses d'entre elles montrent des humains interagissant avec des dinosaures. On notera par exemple l'exemple très célèbre du cavalier du Triceratops, où on distingue clairement un homme vêtu tel un guerrier chevauchant un magnifique Triceratops. Les statuettes d'Acambaro furent découvertes par un paysan de la région. Toutefois, cet homme extrêmement pauvre était très peu cultivé et illettré. La probabilité qu'il ait eu les connaissances nécessaires pour réaliser les différentes figurines, morphologiquement très précises parfois concernant certains types de dinosaures, est donc plus que doutable. De plus, la quantité de bois nécessaire à la cuisson de ces centaines de figurines en argile n'aurait absolument pas rendu cette opération rentable. On pourra également noter que des fragments de poterie similaires furent retrouvés dans la construction des murs de l'une des plus anciennes maisons du village, dont la construction remonte à bien avant la naissance du paysan étant à l'origine de cette découverte. Si l'on ajoute les statuettes d'Acambaro aux pierres d'Ica, il semblerait bien que le sud du continent américain ait une réelle passion pour les représentations antiques où les hommes interagissent avec les dinosaures. La carte de Piri Reis. Cet artefact n'est pas vraiment une grande surprise dans le top 10 de cette chaîne, puisqu'il a déjà été mentionné dans de nombreuses vidéos. Pourtant, la carte de Piri Reis fait bel et bien partie des artefacts anachroniques parmi les plus surprenants. Pour reprendre les grands points de cet artefact, il s'agit d'une carte réalisée en 1513 par un amiral turc, Piri Reis.
Cette carte montre les côtes des continents entourant l'océan Atlantique et notamment les côtes africaines, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, mais également le nord du continent antarctique encore inconnu officiellement à l'époque. Et de plus, la représentation de cette zone antarctique est dénuée de glace. La précision des informations contenues dans ce document est également extrêmement perturbante. Mais d'autres points sont tout aussi intrigants, comme par exemple le fait que si la latitude était déjà connue et utilisée au XVIe siècle, la carte de Piri Reis indique également la longitude, qui elle ne sera officiellement déterminée et appliquée que 200 ans plus tard. Quant au pourtour du continent représenté, si le tracé peut paraître différent de celui que nous avons l'habitude de voir sur nos planisphères modernes, il faut savoir que cela est lié au type de cartographie, car la carte de Piri Reis n'est pas un planisphère commun, mais une carte tracée depuis un point central, comme nos cartes de sous-mariniers modernes. Cette carte ne serait pas l'œuvre originelle de l'amiral turc, mais une copie de copie de copie, remontant possiblement à une époque inconnue, où les créateurs de ces informations possédaient des connaissances et des informations sur notre planète qui dépassent de loin celles que nous possédions au XVIe siècle. Les blocs en H de Pumapunku. Situé en Bolivie, près des rives du lac Titicaca, à plus de 3800 mètres d'altitude, le site précolombien de Pumapunku est un vaste complexe où ne subsistent aujourd'hui que d'énormes blocs de pierre aux formes géométriques très particulières. On notera notamment les désormais célèbres blocs en forme de H de Pumapunku. Ces blocs de pierre, réalisés en andésite, ont la réputation d'affirmer la présence du maître, mais des mesures précises les ont quantifiés entre 98 et 100 cm, et on ne peut donc pas affirmer qu'ils marquent clairement un système métrique. Les blocs en H de Pumapunku sont au nombre de 8, et ils démontrent, tout comme d'autres pierres de ce site, un travail précis et rigoureux de réalisation, avec un dessin extrêmement particulier et géométrique, constitué d'encorbellements et d'angles droits. Officiellement, ces blocs font partie d'un ensemble de pierres ayant autrefois constitué un temple précolombien monumental, aujourd'hui totalement détruit. Mon hypothèse personnelle sur ces blocs, qui ne repose sur aucune preuve concrète mais uniquement sur un ressenti, est que ces blocs en H pourraient être une partie architecturale de charnières colossales, permettant d'actionner des portes gigantesques, à l'image des blocs de ce site. Cette idée peut être appuyée par le nombre des blocs en H, puisqu'on en dénombre exactement 8, ce qui est très peu pour une architecture de cette taille, mais qui pourrait faire office de chiffre pair, corroborant l'hypothèse des charnières en paire, 2 fois 4 charnières. La forme particulière des creusets des formes de H permettrait d'encastrer l'autre partie des charnières, permettant ainsi le système de rotation et ainsi l'ouverture et la fermeture des éventuelles portes du complexe antique. En attendant que cette hypothèse ou une autre soit confirmée, le mystère reste entier concernant ces blocs, que ce soit sur leur réalisation, leur âge ou leur fonction. Le Codex Gigas. Le Codex Gigas, également appelé la Bible du diable, est un ouvrage littéralement monumental, dont les chiffres défient l'entendement. Il mesure 97 cm de haut, 50 cm de large pour 22 cm d'épaisseur et un poids de 75 kg. Il contenait initialement 320 pages en peau de veau ayant nécessité près de 160 animaux pour sa réalisation. Si ces chiffres donnent le vertige, l'histoire de cet ouvrage hors norme est encore plus étrange. Le Codex Gigas aurait été écrit au XIIIe siècle par un moine bénédictin de Bohême, mais en une seule nuit. Étant menacé par sa hiérarchie d'être emmuré vivant pour avoir rompu ses vœux monastiques, le moine aurait alors proposé de réaliser en une nuit un livre contenant l'ensemble des connaissances de l'époque. Mais se rendant compte que cela s'avérait impossible, le moine demanda l'aide du diable pour terminer cette tâche infernale en échange de son âme. C'est ainsi qu'en une seule nuit, le Codex Gigas fut entièrement réalisé. La Bible du diable comprend notamment l'Ancien et le Nouveau Testament, un registre des connaissances médicales, une chronique des bohémiens, un calendrier et une représentation gigantesque du diable en personne.
Le plus intrigant étant peut-être que les analyses ont démontré que l'encre utilisée pour la réalisation intégrale de cet ouvrage était rigoureusement identique. Or, la réalisation logique d'un tel ouvrage aurait nécessité des centaines, voire des milliers d'heures de travail, et compte tenu du fait qu'à cette époque, les scribes fabriquaient eux-mêmes leur encre pour réaliser leur calligraphie et autres enluminures, les formules étaient continuellement différentes. Si rien ne peut donc officiellement affirmer que le codex Gigas fut bel et bien écrit en une nuit, rien ne semble non plus pouvoir démontrer le contraire, et le mystère diabolique qui entoure la Bible du diable reste donc entier. La pyramide de la Mana. Cet artefact, à l'apparence plus que reconnaissable, fait partie des quelques 300 objets retrouvés dans une grotte en Équateur en 1984. Ne correspondant à aucune culture précolombienne connue, la forme de cet objet ne peut guère laisser place à l'ambiguïté. Il s'agit d'une petite pyramide de quelques centimètres de hauteur, possédant à son sommet un œil. Cette image fait immédiatement référence au symbole Illuminati et à la légendaire pyramide surmontée d'un œil qui est visible sur les billets de 1 dollar par exemple. Ce petit objet est une véritable source de mystère et d'interrogation. Si les pyramides mésoaméricaines sont exclusivement des monuments à paliers et non lisses comme les pyramides d'Égypte, on notera avec cet artefact une ressemblance indéniable avec les œuvres architecturales d'Afrique du Nord. On pourra également noter que les lignes dessinant des briques de construction de cet objet sont au nombre de 13, mais un autre fait intrigant vient encore s'ajouter à cette longue liste. Le dessous de cet objet est marqué d'une représentation et d'une série de symboles. La succession de points représente la constellation d'Orion, elle aussi extrêmement importante dans l'Égypte antique. Et les symboles sont une écriture encore inconnue aujourd'hui, mais les traductions du professeur Kurt Schildmann, éminent linguiste allemand, a noté que ce texte pré-sanskrit pourrait signifier « le fils du créateur vient ». La pyramide de la Mana est donc indéniablement un artefact étrange et mystérieux, ne correspondant à aucun des critères mésoaméricains et entrant en corrélation avec une multitude de faits modernes et planétaires, faisant de cette pyramide à œil un véritable artefact anachronique. Le disque génétique de Colombie. Ce disque de 27 cm de diamètre pour 2 kg est réalisé en lidite, une roche extrêmement dure. Découvert en Colombie mais ne correspondant à aucune culture précolombienne connue, encore, il est donc très difficile de pouvoir dater la réalisation de cet objet, tout comme il est toujours impossible d'affirmer s'il s'agit d'une pièce authentique ou d'une fraude. Le disque génétique de Colombie est gravé sur l'intégralité de sa surface, recto et verso, de multiples représentations extrêmement précises, retraçant notamment l'évolution de la vie depuis la fécondation de l'ovule féminine jusqu'à la naissance. On peut notamment y voir des représentations fidèles des gamètes mâles et femelles, ovules et spermatozoïdes, pourtant invisibles à l'œil nu, ainsi que la multiplication cellulaire et même un fœtus à différents stades de développement. On notera également la représentation de personnages masculins et féminins, ainsi que celle d'un enfant, permettant de conclure le cycle de la naissance. Une question majeure peut toutefois se poser au vu des représentations de cet artefact. Les deux humanoïdes possèdent en effet une tête à l'apparence peu commune et, avouons-le, peu humaine. S'il ne s'agit pas d'une particularité stylistique, on pourrait bien évidemment faire un rapprochement entre la morphologie de ces êtres et d'éventuels extraterrestres bien connus de nos jours, les petits gris. Quoi qu'il en soit, les représentations biologiques, cellulaires et les connaissances nécessaires pour la réalisation de ce disque génétique nécessitent l'utilisation de technologies et d'outils permettant de voir le microscopique. Mais en attendant de pouvoir affirmer si oui ou non ce disque est issu d'une civilisation oubliée ou s'il ne s'agit que d'une vulgaire contrefaçon, les questions sont aussi grandes que les connaissances qu'il démontre. La structure sous-marine de Yonaguni.
Située au sud-ouest du Japon, près de l'île de Taïwan, la structure sous-marine de Yonaguni est un immense complexe immergé à plus de 20 mètres de profondeur. Cette plateforme en grès, découverte en 1985, mesure 75 mètres de long pour 25 mètres de haut, et elle est constituée d'une succession de paliers horizontaux, de formes géométriques et de structures angulaires, ne laissant que peu de chance à une formation naturelle. On peut notamment y observer des paliers horizontaux structurés avec des angles droits, mais également des chemins, des marches et des tailles angulaires complexes. Certaines personnes y dénombrent des statues géantes à visage humain ou animal, pouvant même être assimilées aux statues Moai de l'île de Pâques. Mais pour être totalement honnête, personnellement, je n'y ai jamais clairement vu quoi que ce soit de bien probant. Quoi qu'il en soit, la structure sous-marine de Yonaguni est un complexe immergé de très grande taille, qui génère toujours de nombreuses questions. Si cette formation est bel et bien artificielle, cela signifierait qu'elle date au minimum de la dernière ère glaciaire, une époque à laquelle le niveau des océans étant beaucoup plus bas, le lieu de Yonaguni pouvait se trouver à l'air libre et donc y être travaillé par la main de l'homme, ce qui le daterait au minimum à 12 000 ans. Pour ma part, et il ne s'agit encore une fois que de ma vision personnelle ne reposant sur aucune preuve ou étude officielle, la structure sous-marine de Yonaguni n'est pas une construction, mais une carrière. En effet, le visuel de ce site donne l'impression que les blocs de pierre y ont été extraits, comme des dalles de grès rectangulaires, niveau par niveau. Il pourrait donc s'agir d'un site d'exploitation de pierre, mais à une époque où aucune construction de cette ampleur n'est encore connue. Comme vous l'aurez compris, la structure sous-marine de Yonaguni gardera encore ses mystères pour de très nombreuses années. Il ne s'agit bien évidemment que d'une infime partie de ces objets mystérieux, de ces artefacts inexpliqués, et chacun pourra se faire sa propre liste en fonction de ses degrés d'importance, de mystère ou de révélation. Mais il y aura toujours un critère qu'il ne faudra jamais oublier. Celui du rêve. Le rêve de voir notre passé autrement que comme cette longue ligne droite, cette échelle continue et monotone, pour y introduire ce voile léger du mystère, de l'inconnu, et pour laisser à notre cerveau toute la liberté de créer sa propre vérité.